Vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Cette semaine, j'interviewe David, la star du placo et des abdos, un artisan qui travaille à présent en solo. Il a dit Bye Bye Patron dès l'âge de 24 ans, sans devenir libre. Pour autant, David a pu expérimenter l'enfer de la gestion du personnel, qui a montré que dans ce milieu, il ne faut pas simplement manier la truelle. 7 salariés ont eu la joie de l'épauler. Malheureusement, certains avaient du mal à se lever. Il nous présente ses projets de marchand de biens et son programme de sport pour éviter les tours de rein. Avant de démarrer, merci à tous pour vos retours par rapport à l'épisode avec Olivier Roland de la semaine dernière. Ça m'a fait super plaisir, vous vous en doutez bien, que c'était un épisode qui n'avait pas été facile à préparer et d'avoir son contact et de pouvoir s'accorder. Donc merci à tous pour vos retours. Forcément l'épisode, à la fois le podcast il est en croissance et puis vu que Olivier Roland il est quand même assez connu, l'épisode il a battu tous les records d'audience, donc je suis super content. Cette semaine je suis avec David, vous allez voir il est génial, j'ai vraiment adoré faire cet épisode. Pour vous dire, on a passé 1 heure au téléphone avant, juste pour, normalement je prépare les interviews à l'avance dans la semaine, on s'appelle un quart d'heure et puis j'envoie un plan à l'invité. Là on s'est appelé 1 heure, je sais plus si c'était mardi ou mercredi, et puis après on a fait le podcast, c'était super cool le dimanche, donc on avait plein de trucs à se raconter. J'ai vraiment adoré faire cet épisode. Si vous voulez contacter David, je vous mettrai le lien vers son profil Instagram dans la description du podcast, ou sinon vous tapez le plaquiste de Limo sur Instagram et vous le trouverez. Vous reconnaîtrez à ses photos de son six-pack d'abdos. Donc pour beaucoup, c'est un projet et lui, il l'a fait. Je vous rappelle de partager ce podcast au maximum, de l'envoyer à tous vos contacts. Et pour ceux qui me montreront qu'ils ont partagé le podcast ou qui me mettent une note 5 étoiles, je vous ai préparé un bonus durant la semaine. C'est ma checklist et ma to-do list des étapes à faire lors des visites immobilières. J'ai fait sur format de téléphone, donc que vous puissiez l'avoir toujours avec vous. Donc, si vous m'envoyez une preuve que vous avez partagé ou noté le podcast, ou même si vous m'envoyez juste un petit retour, je vous ferai parvenir gratuitement, bien entendu, ma checklist et to-do list des visites d'immobilier. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. On est parti, jingle. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, j'ai un invité de choix et dont je suis ravi de partager l'épisode. Donc c'est David qui est connu sur Instagram sous le pseudo le plaquiste de Limo. Et aujourd'hui justement, David il va nous parler de sa vie d'entrepreneur, justement qui a commencé en tant que plaquiste et un peu de son évolution depuis. Donc salut David. Bonjour à tous, merci de me recevoir sur ton podcast, ça fait plaisir depuis le temps que je t'écoute. Ouais, David, grand auditeur de podcast, il partage souvent les miens et ceux de mes confrères, ou je sais pas comment ça s'appelle, co-podcasters, donc je suis super content. Et du coup, David, pour ceux qui te connaîtraient pas, si tu pouvais te présenter rapidement, comment t'en es arrivé? Alors, ouais, pas de souci. Alors, je m'appelle David Lagesse Martins, j'ai 42 ans. Voilà, ça fait 22 ans que je suis avec ma chérie qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est papier, administration. Et puis, ça fait presque 18 ans que je suis à mon compte dans le placo. Et de fil en aiguille, on est un peu dérivé dans l'immobilier, l'investissement. Donc, voilà. Ok, super. Du coup, tu as commencé donc il y a 18 ans à 24 ans en tant que plaquiste, c'est ça? Ouais, j'ai monté ma société, j'avais 24 ans, 24 ans et demi. Et avant, j'avais fait 3 ans de salariat dans la boîte où mon père travaillait. Ok, super. Et du coup, tu pourrais... tout le monde, je pense, voit ce que c'est du placo et le métier de plaquiste, mais tu pourrais un peu décrire quand même qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais pas, à quel moment tu interviens du chantier peut-être et, le placo, si tu veux, c'est la base du second œuvre. Donc, on intervient dans la rénovation après la démolition, souvent pour construire, pour faire passer tous les réseaux d'eau, d'électricité, tout ça.
Puis voilà, puis embellir un peu les pièces. Pour l'isolation, c'est important aussi, pour pouvoir mettre la laine de verre, tout ça. Donc, le placo, c'est la base du second œuvre. Et puis après, derrière nous, les bandes à joints, la peinture. Donc, c'est un poste qui est quand même pas mal important. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est quand même un gros. Peut-être qu'on s'en rend Un pas des compte plus la gros première postes fois dans ouais. qu'on fait un chantier, mais c'est vrai que c'est un gros budget. Et du coup, après, donc, tu étais tout seul au départ En fait, j'ai été salarié pendant 3 ans dans la boîte à mon père. Et puis, je gagnais pas beaucoup. À l'époque, je gagnais pas beaucoup. Et un jour, j'ai dit à mon patron, moi, parce que je commençais déjà à être autonome au bout de 3 ans. Et je lui ai dit, moi, je voulais gagner plus. Il voulait pas m'augmenter beaucoup. Et du coup, je lui ai donné ma lettre de démission. Et mon père travaille dans cette société. J'ai dit à mon père, écoute, si tu veux venir travailler avec moi, tu viens. Sinon, je tente ma chance tout seul. Et du coup, il est venu avec moi. Ok. Et puis, Lui, il était plus expérimenté, du coup, forcément. Ouais, en tant que poseur, ouais, plus expérimenté. Après, mon père, c'est lui qui m'a appris le métier de plaquiste. Mais par contre, niveau commercial, tout ça, c'est un peu au point mort. C'était un peu une brute de décoffrage, mon père, mais bon, bref. Okay. Et du coup, j'ai monté la société. Et en fait, j'avais déjà commencé à parler, parce qu'on faisait un peu de sous-traitance quand on était dans cette société. Et j'avais parlé à 2-3 personnes. Je leur ai dit, si un jour je me mets à mon compte, est-ce que tu me donneras du boulot? Et puis, je les ai appelés. Et puis, de fil en aiguille, ils nous ont donné du boulot. Et puis, les 4 premières années, on a fait quand même beaucoup de sous-traitants, c'est-à-dire que je bosse pour d'autres entreprises. Et puis, c'est comme ça j'ai mis le pied à l'étrier. Puis, petit à petit, les particuliers. Et puis voilà. Puis, maintenant, je fais, on va dire, 95% de particuliers, pour moi, vraiment, les chantiers. Et puis, je fais un peu de sous-traitance pour des collègues qui ont des sociétés qui m'ont aidé quand j'étais jeune. Et de temps en temps, quand ils m'appellent, ils sont un peu débordés. Si je peux les aider, j'y vais. Ok, et pour les particuliers, tu fais que plaquiste ou maintenant tu fais encore plus du second œuvre, justement? Maintenant, avec mon expérience, c'est vrai que ça fait, on va dire, presque pas loin de 10 ans, mais souvent je prends les chantiers, c'est moi qui prends tout et qui gère tout pour les clients. Comme ça, ils n'ont qu'un seul interlocuteur. C'est moi qui fais un peu le planning. Et puis voilà, comme ça, c'est plus simple à gérer, parce que le plus dur, des fois, dans les chantiers, c'est quand les corps de métier ne se connaissent pas pour caler les plannings, c'est compliqué. Donc là, au moins, on n'a pas de. S'il y a un problème, au moins les gens, ils savent à qui s'en prendre. Mais bon, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, tu travailles. Je suppose que tu as une équipe du coup maintenant d'électriciens, plombiers et tout avec qui tu travailles. Ouais, je travaille à peu près avec tout le temps les mêmes personnes. Ouais. Après, ça dépend des coups de bourre là. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, avec le post-Covid, on est beaucoup débordé il y a pas mal de taf. Donc, le plus dur en ce moment, c'est d'avoir les matériaux, parce qu'il y a pas mal de délais, et puis trouver les équipes, parce qu'on est débordé de boulot. Donc, c'est compliqué en ce moment. Ouais. Ok, et tu as eu des salariés à un moment? Fut une époque où j'en ai eu jusqu'à 7, je crois, sans dire de bêtises. Et, donc là, c'est plus le même métier, quoi. Quand on a 7. Et puis on va dire que c'était pas le meilleur moment de ma vie. J'en ai souffert pendant presque, on va dire bien 8 ans. C'était super dur. Ouais, c'est quand même long. Ouais, mais en fait, c'est parce que après, tu es pris dans un cercle vicieux quand tu as trop de salariés. Donc, tu es obligé de prendre plus de chantiers et ça fait, tu fais un plus gros chiffre d'affaires. Mais bon, au final, une fois que tu as tout calculé, payé tout le monde, tu ne gagnes pas plus d'argent que ça. Et tu as beaucoup plus de problèmes. Ouais, la charge mentale, on ne te l'apprend pas ça à l'école, mais la charge mentale de gérer des salariés, c'est inimaginable. Hein. Quand on a 8, tu as souvent des blessés, je suppose, des gens qui sont malades, des gens. T'as entre le mec qui se lève pas le matin, qui est fatigué, qui est malade, ou qui arrive chez les clients mal luné, c'est super compliqué, ou qui part plus tôt, et c'est un truc. Franchement, c'était super dur à tenir. Après, moi, j'ai pas fait de burn-out, mais après, je suis tombé malade à 28 ans, j'ai eu une méningite. Tu vois. Okay. Et je pense que c'était lié par rapport à ça, qu'à un moment, et physiquement et mentalement, j'étais épuisé. J'étais très fatigué. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que le virus m'était tombé dessus. Et du coup, quand ça m'est arrivé ça, pendant 3-4 mois, j'ai pas bossé. Je suis resté un moment à l'hôpital et ça m'a changé ma façon de voir la vie et les choses. Ça, je veux bien le croire. Ouais.
Et un jour, je devais partir en vacances avec ma chérie. Au bout de 10 ans, on n'avait pas pris de vacances. Et je reçois une lettre, à l'époque, c'était l'URSSAF, je crois. Et je leur devais 12 000 euros de congés payés. Autant te dire que là, j'ai dit, ma chérie, annule les vacances. Moi, j'ai travaillé 2 mois tout seul, juillet-août, pour essayer de récupérer un peu de sous. Et puis, quand mes salariés sont revenus de vacances, je les ai tous arrêtés. Dans les salariés, j'avais mon père, mon beau-frère et mon frère. Et je leur ai dit, vous mettez auto-entrepreneur, j'ai du boulot, je vous fais travailler. J'ai pas de boulot, je vous fais pas travailler. Mais je me suis reconcentré un peu sur moi. Et honnêtement, depuis que j'ai fait ça, ça va 20 fois mieux. Ouais. Franchement, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se plaisent pas dans le salariat, qui se disent je vais me mettre à mon compte. Et après, ils imaginent aussi, je sais pas, les films, aussi la culture populaire. T'es PDG d'un gros truc. C'est ça. Ouais. C'est ça le signe de réussite, d'avoir des employés. Et franchement, même, je connais des gens qui ont juste 1 ou 2 secrétaires et tout, et ils deviennent fous, quoi. T'as tout le temps des. Alors, c'est pas que les gens, forcément, ils soient de mauvaises intentions, quoi, mais c'est plus du tout le même métier une fois que tu gères des gens comme ça. Donc ouais, tout seul, visiblement, maintenant de l'expérience qu'on peut avoir, puis en parlant avec un peu des gens, ou Tony, là, de Une vie de liberté, on le connaît bien, lui, il est 100% pour être tout seul, et il a bien vu à quel point c'était un fardeau. Surtout en France, c'est compliqué d'avoir des salariés. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point à réfléchir si demain quelqu'un veut changer d'activité, s'il va avoir besoin ou non de salariés, ou s'il peut justement faire appel peut-être à de la sous-traitance, des freelances ou quoi, selon le métier. C'est sûr que c'est. Franchement, moi maintenant, simple, tu vois, je prends des auto-entrepreneurs ou des potes qui ont des boîtes, on se sous-traite entre nous le boulot. Quand j'ai besoin d'un coup de main, je prends quelqu'un parce que c'est plus pratique, tu vois. Surtout avec cette période de Covid, que l'activité à un moment ça baissait. T'imagines, t'avais des salariés, comment c'était dur à gérer. C'est clair. Ouais. Ok, et donc maintenant t'es à ton compte. Enfin, t'es tout seul, donc c'est beaucoup plus simple. Tout seul. Après, j'ai beaucoup ma chérie qui m'aide vachement. Pour l'administratif. Elle travaille un petit peu avec moi. Ou pareil, elle est entrepreneuse. Elle a 2 casquettes. Elle a une casquette où elle fait les prothésistes ongulaires, une casquette où elle est comme elle aide les chefs d'entreprise. Donc elle gère super bien. Ouais. Ok, mais parce que c'est ça aussi, hein, quand on est salarié, on est payé pour faire son métier et pas pour faire les. Quand tu montes une entreprise, on ne dit pas l'envers du décor. Après, mon boulot, il n'y a pas de souci, je le connais par cœur, mais après, tout ce qui est aller voir les clients, trouver les chantiers, quand il faut aller te faire payer la première fois, faire l'administration, c'est un truc de fou, tous les papiers qu'il y a à faire. Il y a des gens aussi qui font je pense dans ton métier, il y a pas mal d'appels d'offres aussi de l'État ou des trucs comme ça, c'est pareil, répondre aux appels d'offres, ça n'a rien à voir. Ouais, ça c'est quand t'es. Moi, j'avais beaucoup de demandes comme ça, mais quand j'avais 7 salariés, parce que là, tout seul, je suis trop petit, mais quand j'avais 7 salariés, mais c'est surtout pour le neuf, où tu avais des fois des appels d'offres, mais moi, ça m'intéresse pas, les appels d'offres, ou de bosser avec les gros architectes, parce que eux, ils voient que la rentabilité, ils tirent trop les prix, donc. Puis c'est pas du bon boulot, tu poses du matériel entre guillemets bas de gamme, qu'ils revendent derrière comme si c'était du haut de gamme, donc. C'est pas trop mon trip, moi, ça. Ok, super. Et donc maintenant, tu fais donc c'est presque que de la réno que tu fais avec les particuliers. En fait, moi, mon père, il m'a pris beaucoup dans la réno. J'ai été spécialisé un peu dans la rénovation. Après, la rénovation, le problème, c'est que c'est un peu plus dur à chiffrer parce que des fois, tu as des grosses surprises. Mais après, c'est quand même plus sympa à faire parce que le neuf, après, je sais faire le neuf. J'en fais un petit peu. Après, le neuf, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est tout droit. Limite, le neuf, entre guillemets, les mecs un peu bricoleurs qui regardent un peu YouTube, des tutos, ils savent y faire. La rénovation, non, c'est pas tout le monde qui sait faire. Ouais. Donc, et du coup, spécialisé dans la rénovation. Si quelqu'un, justement, avait besoin d'un plaquiste, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil peut-être sur. Je suppose que les gens, parfois, ils t'appellent. Déjà pour le bon artisan, mais aussi, je suppose que les gens, ils t'appellent, c'est pas du tout leur métier, donc ils savent pas vraiment quel est le boulot à faire, quoi. Ce serait quoi je sais pas, si admettons,
j'achète un appartement, il faut tout casser, genre qui a rien fait depuis 40 ans. En général, quand les gens ils m'appellent pour que je vienne leur faire un devis ou pour me poser des questions, moi déjà, je fais pas par téléphone. Je leur explique un petit peu, mais je me déplace tout le temps parce que par téléphone, c'est impossible à dire un prix ou voir ce qu'il y a à faire. Donc, j'y vais tout le temps. Et puis après, je leur conseille. Après, comme moi, je leur dis, hein, je suis pas là pour leur vendre des mètres carrés de placo. Des fois, s'il faut faire une cloison, je leur dis, bah, là, on en fait une, mais là, tu n'as pas besoin. Tu mets un meuble qui fait une double fonction. Donc, ouais. Après, j'aime bien en plus m'investir. Ça fait un peu de la déco parce que le placo, une fois que tu l'as posé, après, pour l'enlever, c'est pas la même. Donc, ouais, j'aime bien conseiller. Donc, ouais, Okay. après. Donc, quand on choisit un plaquiste, la première règle, c'est qu'ils viennent voir déjà, le il faut qu'ils chantier. viennent voir. Ah, oui, c'est clair. Le mec qui te fait un prix par téléphone, Ouais. déjà, méfie-toi. Ouais. Ok, super. Et du coup, je voulais parler d'un autre point avec toi. C'était parce que sur Instagram, tu es un peu connu grâce au sport. Tu partages beaucoup un peu ton rythme de vie, un peu voilà, peut-être l'équilibre que tu as trouvé entre le sport et ton métier. Justement, tu as un métier qui est quand même physique. Et je sais que ça compte pour beaucoup de gens, en tout cas, qui sont un peu dans l'idée peut-être de tes abonnés ou des miens. Ils veulent trouver une sorte d'équilibre entre... on voit bien que les gens, ils cherchent pas à gagner des millions. Ils veulent juste vivre, que leur métier leur apporte assez pour avoir le rythme de vie qu'ils veulent, et ensuite se consacrer à leur famille, leurs amis, s'ils ont des projets, je sais pas, artistiques ou quoi. Et le sport, c'est vraiment le sport, la santé, c'est un peu ce que tout le monde même Mais en recherche. fait, c'est que c'est tout, ça va tout ensemble. Tu vois, Ouais. la santé, le sport, de se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, le mindset, en fait, ça va tout ensemble. Et moi, je l'ai compris, je sais pas, un jour, j'ai un déclic et j'ai dit, mais attends, je vais pas travailler toute ma vie comme ça pour, entre guillemets, juste payer mes factures, pas partir en vacances, rentrer tout le temps le soir, être fatigué. Je rentrais, j'avais qu'une envie, c'était de me mettre devant la télé et décrocher mon cerveau, tu vois. Et puis, c'est beaucoup les réseaux Insta, tu vois. J'ai commencé à suivre 2-3 mecs influenceurs qui faisaient un peu d'immobilier. Et je me suis dit, putain, mais les mecs, entre guillemets, ils savent pas faire la moitié de ce que je sais faire avec mes mains. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils réussissent bien. Ils ont un lifestyle que j'aime bien. Et du coup, de fil en aiguille, je commençais à regarder ces gens-là, essayer de copier un peu ce qu'ils faisaient, bosser un peu plus avec mon cerveau que juste mes bras. Et puis, du coup, là, j'ai entamé une transformation physique en même temps. Ok, en même temps. Et ça, c'était il y a Ouais, combien de temps? la transformation physique, c'était il y a un an et demi, on va dire. Ah ouais, donc c'est assez récent Ouais. quand même, quoi. Et ça a déjà Ouais, bien porté ses après, fruits. j'avais déjà commencé à faire parce que je faisais du foot à haut niveau, donc en fait, j'ai toujours fait du foot toute ma vie. Et en fait, quand j'ai arrêté le foot, j'ai dit, je voulais changer comment dire, les gens que je côtoyais. Tu vois, je côtoyais que tout le temps le foot, donc c'était toujours les mêmes histoires, les mêmes soirées, les mêmes troisième mi-temps. Et en fait, je voyais que je progressais pas, que j'avais toujours la même vie. Et puis, à force d'écouter des podcasts, lire des bouquins, et en fait, pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Donc, j'ai dit à tous mes potes, je dis, j'arrête le foot, je vais me consacrer à autre chose. Donc, je me suis mis à fond dans le sport, à manger plus sainement. Et puis, en fait, il y a tout qui va. Après, franchement, depuis que j'ai fait ça, j'ai l'impression que tu as des portes qui s'ouvrent. Après, les réseaux aussi Insta, tu vois, le fait qu'on se parle. Tu vois, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans que j'allais parler, entre guillemets, à quelqu'un que je connais pas trop, faire un podcast avec lui, j'aurais jamais cru. Tu vois. Ouais, non, Donc, franchement, les réseaux, c'est souvent un peu décrié par BFM et tous ces trucs où les vieux, ouais, les réseaux, les gens, ils se parlent plus et tout. Il y a 0% de chance qu'on se serait connus en dehors des réseaux. Je trouve que les réseaux, ça trie pas mal, tu vois. Je parle beaucoup avec des gens qui font de l'immobilier, des mecs comme toi, après pas mal de mecs qui font du sport. Après, tout dépend comment tu les prends, les réseaux. Tu vois, Nathalie, pareil, on s'est connus sur les réseaux. Tony, Yann, c'est des mecs que j'ai connus sur les réseaux. Après, j'ai des potes que j'ai retrouvés aussi sur des réseaux. Mais non, après, tout dépend ce que tu en fais. Hein. C'est comme quand tu allumes la télé. Hein. Si tu as envie de regarder BFM, tu regardes BFM. Si tu as envie de regarder un documentaire sur les animaux, tu regardes un documentaire. Après, c'est l'ère de l'information. C'est toi qui tries tes informations. Donc, mais je trouve que c'est une force. Hein. Et puis après, après, copier un peu des gens qui ont réussi. Donc,
Ok, du coup, pour le sport, tu peux raconter un peu ta semaine, peut-être avec le boulot, justement, comment tu concilies, comment tu fais de séances, quand est-ce que tu les fais, et comment tu arrives à être régulier, tout ça. Ok. Et ben, en fait, moi, déjà, je pratique le Miracle Morning. Donc, tous les matins, j'ai un petit circuit de sport que je fais, mais pas. En fait, c'est limite mon échauffement pour aller au boulot, tu vois. Je fais Ok. un peu de pompe, un peu d'abdos, un peu de biceps. Je m'étire parce que maintenant, surtout à 42 ans, je commence à avoir des fois des tendinites, des trucs comme ça. J'essaye de boire un maximum d'eau, chose qu'avant, je buvais pas beaucoup d'eau. Et après, tout dépend. Après, j'essaye de manger propre. Déjà, je mange sur les chantiers. Donc, j'essaye tu sais, je me prépare mes repas à l'avance pour éviter de faire trop d'écart. Et puis après, ça dépend des journées. Quand des fois, je sais que j'ai des journées physiques, bah, limite, j'y prends comme une séance de sport. Ok. Et donc du coup, quand je sais que j'ai fait une bonne journée où j'ai bien forcé et bien transpiré, entre guillemets, bah, le soir, quand je rentre, tu vois, je vais peut-être faire un petit peu de vélo pour me détendre les jambes ou aller faire un petit footing, mais pas trop forcé. Après, je fais pas de la muscu pure et dure en salle parce que j'ai pas envie d'être énorme. Moi, là-bas, je voulais juste sécher pour perdre du poids, pour me sentir mieux. Donc, ouais, après, je suis pas un fanat, je suis pas un bodybuilder. Moi, c'est plus un peu fitness, histoire de me sentir bien et de bien vieillir, tu vois. Après, c'est surtout aussi la nutrition qui fait aussi la différence. Et le matin, du coup, ton échauffement, là, ça dure combien de temps? Oh, c'est entre, on va dire, une petite demi-heure. Ouais, quand même. Ouais, je fais, on va dire, 4 séries de 25 pompes, 4 séries de 25 abdos à la roulette, et puis un peu de bras, ouais. Ouais. Ok. Et ça, tu le fais Ouais. tous les jours? J'essaye d'y faire tous les jours. Alors après, ça dépend des périodes. Quand il y a des périodes où je suis un peu plus fatigué et tout ça. Puis bah là, vu que c'est l'été, ouais, je suis plus assidu l'été. Ouais. L'hiver, c'est un peu plus dur parce que quand tu te lèves, il fait déjà froid. Temps de mettre C'est ça. la machine en route. Donc ouais, il y a des Ouais. périodes où t'es un peu plus motivé. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu plus motivé. Après, en plus avec tout ce qui nous entoure en ce moment, je me dis que de faire du sport et entre guillemets de prendre soin de ma santé, ça m'aide à combattre le Covid. Et en plus, pour ton métier, c'est vrai que c'est important d'être en forme. Il y a beaucoup de gens dans Ouais, le ça aide, bâtiment ouais. Franchement, ça aide. qui vieillissent pas super bien. Puis comme j'ai envie d'arrêter on va dire, dans pas trop longtemps, faut que je tienne encore le coup. J'ai encore pas mal d'investissements à faire, donc faut que je tienne Ouais. encore un petit peu. Ok, bah ça fait une bonne transition. Si tu pouvais nous parler de ta vie d'investisseur, où est-ce que tu en es? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Alors, ouais, alors moi, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, jeune, j'ai investi en même temps que j'ai monté ma société à 24 ans. Peut-être j'ai acheté mon terrain en même temps pour ma résidence principale. Tu peux dire dans Que quel j'ai coin peut-être t'habites? Parce que je Alors pense moi, que ça. je suis dans la région Rhône-Alpes. Je suis pas loin de Lyon. Je suis un peu dans la campagne lyonnaise, l'ouest lyonnais pour ceux qui connaissent. Donc c'est un coin sympa où on a une belle vue. Et du coup, bah, j'avais acheté le terrain, bah, zéro budget à l'époque. On était jeunes avec ma chérie, on ne savait pas dans quoi on se lançait, un peu foufou. Et du coup, c'est une maison que j'ai fait quasiment tout seul. Et ça fait 15 ans, mais elle est toujours pas finie. Ah ouais. Donc Donc, là, cette année ou l'année prochaine, c'est la DER qu'il faut que je la finisse, parce que ma chérie, elle va me tuer si je la finis pas. Mais maintenant que j'ai compris qu'on pouvait vivre avec les crédits, on s'est fait racheter le crédit pour pouvoir financer les travaux. Parce que c'est quand même une belle maison ou une grande maison avec une belle vue, donc elle mérite qu'on la finisse bien propre. Donc on va faire ça. Ça, c'est un des gros projets et là, de t'habites cette année. dedans déjà? Ouais, on habite dedans. Si tu veux, on habite juste au rez-de-chaussée. Et il y a même des pièces du rez-de-chaussée qui sont pas finies. Je te ferai une petite visite guidée tout à l'heure si tu veux. Ça marche. Mais bon, on est déjà plus que bien. Après, c'est vrai que bah, on était jeunes. Hein. On n'avait quasiment pas de budget pour l'endroit où on est. Enfin, on a une chance. Maintenant, on se rend compte que c'est une chance que les prix en 15 ans, le prix du terrain, déjà, il a été multiplié par 2,5. Quoi. Donc, Ouais. ça serait une opération que je pourrais même plus faire au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc on avait fait ça, hein, j'avais monté la boîte, on avait fait la résidence principale. Peut-être un an après, j'ai acheté un terrain, pareil, non, un vieil atelier délabré que j'avais créé une SCI pour faire de l'achat-revente. Donc c'était un truc de fou, là, je faisais tout en même temps. Et en fait, ça c'est un bien avec la SCI que j'ai revendu 5 ans après, sans rien faire. Donc ça m'a fait une bonne petite plus-value.
Et puis, ça a commencé à coïncider quand je m'intéressais un peu plus à Mais tu l'immobilier. le louais, cet entrepôt, ou t'as vraiment, pendant 5 ans, Non, qu'il non, n'y a pas de... c'était un entrepôt. Pendant 5 ans, j'ai rien fait. J'avais acheté 4 murs et un toit, mais un truc délabré, hein. Et en Ah, fait, moi, je crois que j'avais le temps d'avoir tout faire, de faire ma maison, de faire les travaux là-bas à l'atelier, et tout revendre, tu ah. vois. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était pas du tout comme ça. Et du coup, 5 ans après, on l'a revendu quand même dans l'état, en faisant une belle plus-value. Au passage, merci à Sarko qui avait sorti une loi où le notaire il m'avait pris moins de taxes sur la plus-value. J'étais Ah, bah content. voilà. Ouais. À 2 mois après, je tombais bien dans les clous pour une fois que j'avais un peu de chance. Et, et du coup, après, j'ai même réussi à ces gens-là qui ont acheté, j'ai réussi à leur vendre les travaux parce que c'est là Ah, bah aussi, voilà, ça bon plan. correspondait. C'est Ouais, ça un upsell, correspondait ça s'appelle sur Internet, ça. voilà, je faisais le maître d'œuvre pour eux. C'est moi qui a tout géré les travaux. Et du coup, ça m'a bien plu là de faire ça, tu vois. Et puis, je commençais on va dire, à bien respirer au niveau de la société. Donc, ça m'a bien plu. Du coup, après, j'ai monté une SASU en marchand de biens, où là, j'ai fait 2 opérations pas loin de chez moi. Et c'était quoi comme type de bien? Donc j'avais acheté un plateau dans une ancienne usine, un appartement sur plan, il y avait 50 mètres carrés. Et en fait, j'ai créé un étage. Et du coup, ça faisait un appartement de 100 mètres carrés. Donc j'ai acheté, j'ai fait tous les travaux, revendu. Donc j'avais fait une plus-value assez sympa. Et après, du coup, l'année d'après, pareil, j'ai acheté là, pareil, un plus gros truc, un truc qui faisait 220 mètres carrés, un loft. Et que, pareil, dans une ancienne fabrique de bois. Et là, j'ai fait un gros loft, pareil, une grosse OP, une opération, une fois vendue, presque à 500 000 euros. Et au final, j'ai fait la même plus-value que sur le petit appart. Donc, j'ai trouvé, marchand de biens, j'en suis revenu un petit peu et j'ai trouvé que c'était beaucoup de boulot. Ouais. C'était Et, combien de et temps des de chantier, du coup, tu dirais? le loft, on va dire, en chantier pur et dur, j'ai mis bien 6 mois de travaux, parce que c'était vraiment balèze. Et on partait d'une feuille blanche. On avait juste 4 murs et c'est tout. Et par contre, entre l'achat du bien, les papiers, les crédits et la revente, ouais, ça durait bien 1 an et demi. Ouais. Donc, le marchand de biens, tu sais que tu as 2 ans entre l'achat et la revente et les travaux. Donc, mais je Faut trouve pas que le traîner, marchand quoi. de biens, c'est devenu un peu trop à la mode et je trouve que c'est pas si évident que ça, le marchand de biens. Parce qu'il faut déjà un peu de sous d'avance et tout. Ouais, c'est ça. Et puis, il Donc, faut trouver aussi T'as des villes où, par exemple, dans les villes où l'immobilier, il est pas trop cher, ouais, ça, non. ça a pas vraiment de, enfin, ça, je pense que ça vaut la peine vraiment dans les villes chères mais alors, dans ce cas-là, il y a plein de gens qui sont sur le coup et tout. Mais dans les villes où Bah, l'immobilier, il est à moins nous, de, ouais. dans la région lyonnaise et l'ouest lyonnais où je suis, moi, les prix sont déjà chers. Et ouais, après, t'as beaucoup de gens qui sont dessus. Mais bon, après, c'était une bonne expérience. Après, peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Et puis, du coup, ça m'a quand même fait ces petits gains. J'ai quand même fait à chaque fois à peu près 50 000 euros de plus-value. Donc, c'est pas mal. Mais ça m'a permis de me lancer dans mes investissements locatifs aussi. Donc, et puis, ça m'a permis aussi, ce qui avait de bien, c'est que j'étais mon propre patron, je travaillais pour moi, avec ma société Placo. Et du coup, par contre, ça m'a permis de prendre des vacances, de relativiser vachement. Donc, je travaillais que pour moi, donc en fait, j'avais moins de pression. Et donc, c'est une période que j'ai bien aimé, j'étais plus cool, même si le boulot était dur, parce que c'était des gros chantiers, mais la qualité de vie que j'avais, je l'ai ressenti. Donc, ouais, non, c'était une bonne expérience quand même. Ouais, ouais. Moi, j'ai bien Ok. aimé. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend des marchands de biens. Ça dépend des biens que tu trouves. C'est surtout ça. Parce que faut vraiment que le prix ait une grosse décote. Ou alors, comme tu as fait, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Si tu achètes un plateau Non, et que tu non, arrives à après, rajouter un étage ou un truc comme ça, c'est là où ça vaut financièrement, la ça peine. valait le coup. Après, moi, je suis un petit. Donc, après, je pense qu'un mec comme moi, si vraiment tu veux vivre que du marchand de biens, faut 2 OP dans l'année. Ouais. Une, c'est trop juste. Deux, t'es large. Mais une, après, le problème d'en faire 2 dans l'année, faut De... déléguer. Puis, il faut avoir les reins assez solides pour Mhm. investir dans 2 plateaux en même temps. Parce qu'ils te demandent, les banques te demandent en général 20% de l'achat du bien, plus 20% des travaux. Donc, ça fait tout de suite des gros montants. Donc, là, faut avoir les reins assez solides, quoi.
Ok, ouais, c'est sûr que avec deux opérations, ça fait pas mal d'argent dehors. Tant que quand ça rentre, mais avant, il faut en Voilà, sortir parce pas mal. que quand tu es marchand de biens, il faut tout avancer avant que ça Mhm. rentre. Hein. Là, Ouais. c'est compliqué à vivre, cette situation. Après, quand ça rentre, tu es content, mais au début, quand ça fait que sortir, Tu te ça dis, fait ouais, c'est peur. où Hein. là, c'est quoi la fin? Ah ouais, et puis ça s'arrête pas, hein, parce que Mhm. là, sur le loft, il y avait des gros travaux. Des fois, tu te dis, mais c'est abusé comment c'est cher. Et pourtant, je suis du métier, hein, mais moi, des fois, putain, je dis, c'est trop cher. Mais bon. Mais par contre, c'est bien parce que je suis toujours en relation avec les gens à qui j'ai vendu. Ça se passe bien, tu vois, de temps en temps, je passe boire l'apéro. Donc, là, ça crée des relations sympas. Donc, non, c'était cool, une bonne expérience. Ok, super. Et du coup, maintenant, t'en es où de tes projets d'investissement? Et bah, du coup, là, par la suite, j'ai investi dans un appartement, pareil, que j'ai rénové, dans un quartier de Lyon, enfin, à côté de Lyon. Juste à côté de Lyon, la périphérie de Lyon, à Vénissieux, pour ceux qui connaissent un peu, mais du bon côté de Vénissieux. Et j'ai acheté un appartement que j'ai tout rénové où je fais de la colocation. Donc j'ai Ok. T'as trois combien de chambres en chambres? colocation. 3 chambres. Trois. Et là, il tourne ça fait 6 mois qu'il tourne, la colocation. Donc, Une ouais, fois bien que tu avais content. terminé, il y a 6 mois, c'était la fin des travaux. Ouais, le premier locataire, il est rentré le 1er mars. Alors après, c'était un peu compliqué pour trouver, parce que moi, je gère tout seul avec ma chérie. Donc, c'était un peu compliqué au début pour trouver des colocataires, parce qu'avec le Covid. Et finalement, bah, ça s'est bien goupillé. On a trouvé assez rapidement. Donc, on est content. Ouais. Et puis là, bah, ça tourne. Donc, c'est sympa. Super. Et tu as combien de rentabilité là sur ce bien à peu près? Et bah, grosso merdo, je fais entre 700 et 800 euros de cash flow par mois. Ouais, donc c'est impressionnant quand même. Plein de gens disent en France, il y a plein d'endroits où c'est trop cher. Là, tu es à Lyon, ça doit être, je sais pas, une des trois, en tout cas, c'est sûr, une des 5 villes les plus chères de France. Et tu arrives quand même à sortir 700 euros de cash flow. Donc, Ouais, après, par rapport au quartier où c'est vrai que c'est des loyers qui sont un peu chers. Mais après, on a fait vraiment une prestation, entre guillemets, haut de gamme. Donc ouais, même les colocataires, quand ils visitaient, ils me disaient, ah non, mais il y a un vrai lave-vaisselle, il y a un vrai four. La salle de bain, on a mis 3 meubles vasques, ils ont un meuble vasque chacun. Non, on a fait vraiment un truc tip-top. Après, moi, c'est mon job, donc c'est ça qui fait que j'ai une renta comme ça aussi, parce que les hmm. travaux m'ont pas coûté. Moi, si tu veux, ça m'a coûté moitié prix, même pas. Donc, Ouais, c'est c'est là ça aussi que je vais chercher qui a changé. ma renta. Et puis c'était cool parce que je bossais. En fait, je faisais 2 chantiers en même temps. En fait, je faisais style du lundi au jeudi. Au jeudi, je faisais un chantier pour un client qui était juste à côté. Et jusqu'au mercredi soir. Et le jeudi au samedi, je faisais le mien. Et en fait, mais toujours pareil. Ouais, après, c'est le lifestyle. Donc maintenant, quand je vais au boulot, je suis content. Donc là, je bossais pour moi. Je voyais pas les heures. Donc non, super expérience. Et du coup, bah là, vu que celui-là, il tourne, et ben, j'ai réinvesti. J'ai acheté un petit studio, pareil, à la périphérie de Lyon pour essayer de faire de la location courte durée. Ok. Donc, Et là, ça en est où du voilà. coup? Là, tu as les clés, Bah là, t'es en non, travaux. ouais, j'ai les clés, ça y est, je suis propriétaire. Après, j'ai pas encore attaqué les travaux parce que bah, j'ai pas mal de boulot. Je dois finir 2, 3 chantiers avant. Mais là, pour l'instant, je suis pas trop pressé parce que là, je paye que l'assurance. Donc, ça me coûte quoi, 15 euros par mois, là, pour l'instant. Donc, T'as un différé de combien de temps? bah en fait, celui-là, comme c'était pas un gros montant et que j'ai pas pris un gros budget de travaux, là, le banquier, là, le directeur, c'est un mec que je connais bien. Et en fait, tant que je débloque pas la partie travaux complète, et ben, en fait, le crédit part pas. Ah ouais, Ouais. ah, vraiment pas Après, mal. bien sûr, faut pas que ça dure X années, Ouais. mais voilà, en fait, après, dès que je vais attaquer, le but du jeu, c'est de le finir le plus vite possible. Mais là, pour l'instant, ouais, j'ai un peu la résidence principale qui passe un petit peu avant. Il faut que je mette tout en place avec ma chérie. Là, j'ai attaqué pour un chantier pour un collègue investisseur aussi, où je lui fais sa colocation. Donc, comme c'est un chantier pour la société, et puis entre guillemets, c'est la société qui me fait vivre en priorité. Donc, je me concentre là-dessus. Et je dois finir la maison de ma cousine. Donc, voilà. Mais Ouais. bon, après, je prends plus rien parce que sinon ma chérie, elle me tue. Ouais, c'est Cette ça, je année, pense. Le gros problème quand tu es dans le bâtiment, c'est que tu dois être tout le temps sollicité. Tout le monde, c'est un truc un peu à se fâcher aussi avec des gens parce que tu as des gens que tu connais un peu, ils vont te demander ouais, c'est peut-être clair. un Bah, ça, c'est devis. le. Et puis toi,
Ouais. Toi, tu as le choix entre un J'ai- devis à plein prix et tu peux pas faire des réductions à tout le monde ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est dur à gérer parce que quand tu es à ton compte, surtout presque depuis 20 ans, c'est que c'est tout, ça va tout ensemble en fait. Et des fois, on se prend un petit peu la tête avec ma chérie parce qu'en fait, on vit sur la société et des fois, quand j'ai des gros chantiers qui, entre guillemets, qui arrivent, je peux pas les refuser parce que c'est ce qui me fait vivre en priorité pour l'instant, c'est pas les investissements. Donc c'est pour ça qu'après, il faut que je trouve le juste milieu entre ma société, mes projets perso. Donc apprendre à dire non aux gens, ça c'est une chose que j'ai appris parce qu'avant, quand j'avais beaucoup de salariés, je disais oui à tout le monde parce que j'avais toujours peur de manquer de boulot. Mais maintenant, tu vois, je suis tout seul, allez, 3-4 chantiers dans l'année, mon année elle est faite et je fais autant de bénéfices que quand j'en avais 25. Donc je bosse différemment et entre guillemets plus tranquillement mais je bosse plus qu'avant mais mieux. Voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Ouais. Ah, c'est ça, faut que tu trouves le bon équilibre entre les revenus chaque mois et puis les revenus qui vont s'étaler sur des années. Ouais, ok, super. Et du coup, pour la partie suivante de l'interview, j'avais posé des questions aux personnes sur Instagram. Quelles questions la communauté ils avaient pour quelqu'un qui travaille justement dans le bâtiment. Avec grand Donc, plaisir. j'en ai préparé 5. Donc, la première, c'était qu'est-ce que tu sous-traites et qu'est-ce que tu fais toi-même? Donc, ça, on y a un peu répondu, mais si tu peux peut-être repréciser. En général, sur mes chantiers, je sous-traite la plomberie et l'électricité. Ok. Même si j'y connais de plus en plus, mais pour l'instant, c'est des postes où, après des petites bricoles, je sais faire, hein, changer une prise, un robinet, des trucs comme ça, mais les gros travaux plomberie, électricité, non, je sous-traite. Ouais, et puis quand il y a des problèmes, c'est quand même mieux si c'est vraiment quelqu'un qui Ouais, c'est le puis métier. surtout, quand je faisais marchand de biens, tu avais souvent le consuel qui passait, donc il fallait vraiment que ça soit fait tip top. Après, quand c'est de la rénovation, tu n'as pas de contrôle, mais j'y fais quand même faire comme si on refait toujours tout à neuf. Moi, dans mes rénovations, je coupe tout et je refais tout à neuf. Donc, autant la plomberie, l'électricité, on repart à tout à zéro pour partir tranquille. Donc, voilà. Après, tout le reste, entre la démolition, le placo, les joints, la peinture, le sol, le carrelage, maintenant que je fais pas mal de carrelage, monter les meubles, voilà, je fais quasiment tout ça, tu le fais. Ouais. Ok. Après, la question faudrait que j'apprenne à déléguer un petit peu. Ouais, c'est toujours pareil. Comme tu dis, là, t'as pas mal de projets en cours. Faut que je me libère du temps. Ouais. Tu sais, c'est la base de la théorie économique. Là, c'est Ricardo, c'est les Portugais, ils vendaient du vin et les Anglais de la laine de mouton. Et en fait, ils se rendaient compte que ça marchait mieux qu'un, ils vendent que la laine et l'autre que le vin, plutôt qu'ils essayent, les Anglais, de faire du vin. Ouais. Moi, faut que, c'est un moment, voilà, faut que je dise, soit je bosse plus sur les chantiers et ça me laisse moins de temps pour investir donc, faut que je trouve le juste milieu. Ouais. Mais bon, j'y arrive de mieux en mieux. Donc, et la question suivante, c'était comment est-ce qu'on fait pour trouver un artisan fiable, que ce soit pour toi ou pour les particuliers? Je suppose que peut-être justement dans ton expérience, tu as dû en voir pas mal un peu parfois que tu n'as pas choisi, si tu faisais du neuf ou des choses comme ça, donc des margoulins. Honnêtement, je pourrais écrire un livre sur tout ce que j'ai vu dans le bâtiment. J'en ai vu des trucs, des trucs de fou. Hein. Le monde du bâtiment, c'est un truc extraordinaire parce que tu peux parler aussi bien avec l'architecte qui parle super bien qu'avec le mec qui vient du fin fond de je sais pas d'où. Donc des fois c'est cocasse le bâtiment. Mais ouais, le mieux c'est d'avoir un petit réseau. Moi j'ai mon réseau donc ça va. Après c'est le bouche à oreille qui marche beaucoup. En fait, quand t'as toujours un mec de ton entourage qui a fait des travaux chez lui et en général s'il a été content de l'artisan qui l'a fait venir, c'est déjà une bonne base. Après, tu as des petits tips pour voir que les mecs, c'est pas des escrocs. Voilà, quand le mec il dit des prix au téléphone, non, laisse tomber, ça c'est sûr et certain. En général, un mec, quand tu l'appelles le lundi et qu'il peut commencer le chantier le mardi, pareil, c'est que c'est un mec qui a pas trop de boulot. Donc, mais ouais, le mieux, c'est d'avoir des amis ou de la famille qui a fait faire deux, trois travaux chez lui et qui sont contents de ça. Puis après, des fois, souvent, on dit une connerie, tu vas connaître un plombier, tu vas le faire venir chez toi, ça se passe bien. Et puis, le plombier, si tu vois que c'est un mec sérieux qui bosse bien, en général, lui, il connaît un plaquiste avec qui il bosse ou un électricien. Et en fait, une fois que tu as trouvé un mec bien, en général, les mecs bien attirent les mecs bien. Donc voilà, mais le mieux, voilà, c'est ça, bouche à oreille. Est-ce que tu vas ou est-ce que tu conseillerais d'aller voir
c'est pas toujours faisable, mais d'aller voir un chantier que l'artisan il aurait fait récemment ou fini ou des. Alors, ça fait souvent, j'y entends. Après, honnêtement, Moi, je l'ai jamais fait, mais bah j'ai ouais, aussi déjà entendu, donc. j'ai jamais un client qui m'a demandé d'aller voir des chantiers que j'avais réalisés. Après, maintenant avec les téléphones, tout ça, j'ai pas mal de photos donc des fois je leur fais voir ce que je suis capable de faire, tu vois, surtout un peu de déco ou des machins. Je leur fais voir des photos de chantiers que j'ai réalisés. Après, ce que j'avais bien aimé, tu vois, le gros loft que j'avais fait en tant que marchand de biens, les clients, comme ils avaient été super contents, ils m'ont dit un jour, si vous avez des clients qui veulent venir voir ce que vous avez fait, réaliser, il n'y a pas de souci, vous pouvez les emmener. Donc après, moi, ça ne me dérangerait pas, hein. Je suis droit dans mes bottes, donc il n'y a pas de souci, hein. Après, quand on fait des bêtises, on les assume, on va réparer ce qu'on a fait, mais en général, ouais, mais je sais que tu pourrais faire ça, mais ça m'est jamais arrivé que les gens demandent. Après, c'est souvent des gens que je connais, donc ils se posent pas trop la question. Ils se posent pas la question. Mais dans l'idéal, tu pourrais le faire. Je pense tout dépend en fait aussi de la taille du chantier. C'est clair que si tu as un truc à quelques milliers d'euros, bon, c'est pas forcément la peine. Si c'est vraiment un gros truc, là, ça peut valoir le coup. Après, des fois, j'avais des gens, souvent quand je faisais les maisons individuelles pour des particuliers, c'était le projet de leur vie, tu sais, aux gens. Et là, les gens, ils n'avaient plus aucun filtre. Ils t'appelaient à 10h du soir, le dimanche. C'est clair que. Ça, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire non plus. Ouais, c'est sûr que les gens, avec leur maison, souvent, ils partent de zéro, ils n'ont pas de maison. Et puis d'un coup, ils achètent un truc qu'ils vont payer pendant 25 ou 30 ans. Et puis, comme c'est le projet de leur vie, ils n'ont aucun filtre. C'est pas. Ça, j'aime bien le croire. Et ok, la question suivante, c'était comment est-ce que tu gères l'isolation phonique dans les travaux de rénovation? Ça c'est après en général, tu vois, je vais prendre l'exemple de ma colocation où moi j'ai refait les plafonds parce que je suis plaquiste et que je voulais tout refaire l'électricité à neuf, tout ça. Donc là, j'ai refait des plafonds en BA13 pour faire passer les réseaux. Et là, du coup, j'ai mis de la laine de roche de 45 mm et avec du BA13 phonique, du BA13 bleu. Okay. Donc c'est pour atténuer le bruit. Et puis après, les cloisons de séparation, moi j'ai tout fait. Après, moi je suis plaquiste et entre guillemets, ça me change pas grand chose, mais j'ai fait les cloisons en BA13 phonique aussi, donc laine de verre de 45 entre les cloisons et placo bleu de chaque côté. Après, pour les colocations de mes collègues là que j'ai fait, comme ils ont pas, eux, ils payent les travaux, donc ils ont un peu moins de budget. Donc les plafonds, par contre, on les a pas refaits, mais les cloisons, on fait des cloisons phoniques. Après, c'est une question de budget aussi, hein. Donc, c'est quoi peut-être le rapport entre des cloisons normales et le rapport en plaque, une plaque phonique, elle vaut 3 fois plus cher qu'une plaque normale, si tu veux. Donc ça fait quand même donc ça va vite. Donc tu fais une cloison. Là, moi, j'avais 70 mètres carrés de plafond à faire. Donc ça fait quand même une petite plus-value qui est dure à absorber quand tu n'as pas trop de budget. Mais après, par contre, quand j'ai fait visiter aux colocataires, je leur ai expliqué que j'avais fait des cloisons phoniques, tout ça. Et c'était marrant parce qu'il y avait un jeune, il connaissait un petit peu, il me disait « Ah putain, c'est bien ça et tout ». Donc c'était marrant. Mais... T'as un vrai gain de... Parce qu'en fait, ça m'est arrivé, je sais plus, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai visité un appartement. Et c'est vrai que c'était genre de 1900. T'entendais vachement les voisins et je me demandais si... À la base, pour moi, dans l'idée, c'était le phonique, c'était plutôt sur le sol. Enfin, est-ce qu'il y a un truc c'est mieux de le faire il y a une différence entre le faire sur le sol du premier ou le plafond du rez-de-chaussée? Toi, après, si tu fais des travaux de rénovation, tu peux isoler phoniquement les plafonds, comme je viens de t'expliquer. Et après, le sol, par exemple, si tu refais un parquet ou machin, pareil, il faut te mettre une feutrine qui absorbe le bruit. Ouais. Il faut essayer de... Le gain, tu le ressens, quoi. Même dans un vieil immeuble, si tu t'isoles le plafond. L'isolation phonique, une plaque bleue, c'est 50% plus efficace qu'une plaque blanche. Donc, si tu isoles un peu le sol, un peu le plafond, un peu les murs, tout dépend, c'est obligé que tu gagnes en phonique. En confort. Hein. Après, tu as les fenêtres aussi, les doubles vitrages qui font vachement. Donc, ça c'est plutôt pour l'extérieur, du coup. Ouais, mais c'est tout un ensemble d'isolation phonique. Tu vois, souvent, en plus, maintenant, les gens, moindre bruit, ils se plaignent, tout ça, ils sont de plus en plus exigeants. Donc, tu es obligé de faire du mieux que tu peux. Après, c'est pas évident. Déjà, si tu fais un appart propre, tu fais ce que tu peux le mieux, c'est déjà pas mal. Ouais.
Ok. Ensuite, il y avait une question. Alors, je ne sais pas si tu peux y répondre. C'était où et comment peut-on apprendre à réaliser certains travaux? Après, tout dépend les travaux que tu veux réaliser. Après, si Si c'est des quelqu'un, petits admettons, travaux, il voulait acheter un appartement, on va dire qui tient, ou le gros œuvre et tout, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, s'il fallait repartir de zéro, peut-être pour toi, ce serait quoi à la fois le plus rentable en temps, en argent, s'il fallait se concentrer sur une ou deux tâches à faire qui sont assez faciles à après, apprendre les trucs qui sont assez faciles à faire et que c'est juste, entre guillemets, de l'huile de coude, mais c'est quand même, après, il faut aller emmener en déchetterie, tout ça, c'est la démolition, déjà. Hmm. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que j'ai vu des gens démolir un peu Un n'importe mur comment. porteur ou une poutre. Ouais, ou alors des fois des cloisons, tu vois, et ils commençaient à casser par le bas, puis après, la cloison, elle leur tombait sur la tête. Donc, après, il faut juste être un petit peu bricoleur, avoir un peu d'huile de coude, parce que, ouais, après, c'est facile quand on voit à la télé les gens, tu sais, Valérie Damido, les machins de déco, tout ça, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Tu as des bonnes galères. Dans la démolition, Après ouais, bien. ouais, t'as la démolition. Après, bah, si le mec est un peu bricoleur, il peut faire son placo lui-même. Après, il y a des postes que je conseillerais de faire, parce qu'après, si tu loupes une fois, c'est compliqué de rattraper. Mais après, ouais, après avec YouTube, tu as quand même pas mal de tutos. Tu as des mecs qui donnent des bonnes astuces, tout ça. Et puis après, bah, tout dépend. Moi, c'est mon taf et j'aime bien faire ça. Donc, mais après, il y a des gens qui sont plus forts, entre guillemets, avec leur cerveau. Donc, ces gens-là, je leur déconseille de faire les travaux et puis continuer à investir. Donc, moi, c'est là, il faut que je progresse parce que des fois, je me dis, faudrait que je travaille plus avec ma tête que mes bras et limite, ça serait pas plus mal, tu vois. Donc, faut peser le pour et le contre. Et du coup, ce que tu conseillerais de déléguer absolument, c'est électricité, plomberie, je suppose. Ouais, ça c'est des postes, faut pas. À moins que tu aies des bonnes notions là-dedans. Hein. Je connais des gens qui sont capables. C'est des super bricoleurs, mais ils ont un peu plus de temps que les autres. Après, tout dépend aussi du temps libre que tu as, parce que ça prend du temps. Hein. Si tu as Ça. fait tes 8 heures de boulot et que tu passes tous les samedis, et après, tu vois que ton chantier n'avance pas bien vite quand tu bosses que les samedis ou le soir. Après, souvent dans les immeubles, à partir de 5 heures, 6 heures, tu peux plus faire de bruit, donc c'est compliqué. Donc après, il y a aussi le temps qui rentre en jeu. Hein. Ouais, c'est Tu ça. Et mets le temps, 2 ans. c'est de l'argent quand tu as l'emprunt qui court et tout ça. Ouais, c'est clair que, tu vois, moi, je l'ai appris à mes dépens que le temps, j'ai pas le temps de tout faire. Tu vois, quand j'étais jeune, je crois que j'allais tout le temps avoir le temps de tout faire, mais non, en fait, t'as pas le temps de tout faire. Et des fois, ça vaut mieux le coup de déléguer et t'es moins, entre guillemets, moins perdant. Puis je pense que la chose dont on se rend pas compte, en tout cas moi, donc je m'étais pas rendu compte au début, quand on pense travaux, on se voit dans l'appartement en train de faire les travaux. Et ce qui prend plein de temps, c'est acheter les matériaux. Ouais. Parce que en plus, souvent t'en oublies quand t'es pas habitué. Donc tu fais les allers-retours T'oublies toujours, au ouais, brico-dépôt là. Tout quand t'es ça. pas du métier, t'oublies toujours quelque chose. Ouais. Et Après, moi, des fois, même moi, que je pense à tout, tu vois, là, le dernier chantier, on avait des murs, chaque mur était différent. Il fallait 25 000 chevilles différentes. Et là, dès que tu avais oublié là, tu te dis, putain, non, j'ai oublié, il faut que j'y retourne et tout. Bah, après, moi, j'ai la chance où ma coloc, les magasins de bricolage, ils sont à côté, donc ça allait. ouais. Mais par exemple, pour la déco aussi, c'était, tu vois, je faisais la déco avec ma chérie. Et franchement, c'était. Même elle pensait qu'on allait passer une journée à Ikea, mais on a dû en faire, je sais pas, au moins 10. Ouais. Et Ikea, après, on a fait tous les magasins de déco, ça prend grave du temps. Ça, Et puis après, et ça, monter moi, je les savais. meubles, amener les cartons à la déchetterie, les trucs. Ah bah là, moi, ouais, la colocation, c'est juste de la petite cuillère jusqu'à la serviette. Donc, ouais, c'est un truc de fou. Et puis, il faut fouiner un peu parce que ça va vite aussi, les prix Ah, d'ameublement. c'est Donc, clair. Les canapés, les lits, les matelas. mais après, les gens, s'ils veulent voir, il y a pas mal de photos sur mon compte Insta de Ok. mon appart en Bah, je coloc partagerai de toute avant, après. façon ouais, ton compte Insta pour ceux qui ne te suivent pas dans la Ça donne, description de l'épisode. ça me donne une bonne idée. Ouais. Ok. Mais les gens qui veulent faire leurs travaux eux-mêmes, il faut beaucoup de courage au début déjà. Beaucoup de courage et planifier le temps Ouais. et après multiplier par deux encore une fois que tu as bien, Ah oui, c'est clair. Ouais. que t'as bien pris là. C'est clair. Ok. Et la dernière question de la communauté, c'était qu'est-ce que tu penses de la division? Et après, je me suis dit, ouais, quels sont les éléments qu'il faut regarder quand tu veux éventuellement acheter un appartement pour le diviser. Donc. Ah bah, l'idéal, ouais, tu peux diviser, par exemple, moi l'appart que j'avais acheté, il avait que 2 chambres, et c'est moi qui a créé la troisième.
Et après, moi, je voulais en créer une quatrième au début, mais en fait, dans la colocation, quand tu veux créer 4 chambres, il faudrait faire 2 points d'eau, 2 salles de bain. Et en fait, ce qui est super important, surtout là, c'était un immeuble, mais c'est souvent toujours à peu près les mêmes dans les immeubles un peu des années 70, 80. En fait, tu as une colonne d'eau centrale et en fait, toutes les évacuations vont là-dedans. Donc en fait, la cuisine, la salle de bain, le WC, c'est tout sur la même ligne. colonne. Ouais, donc c'est compliqué d'aller déplacer une salle de bain, de la mettre de l'autre côté. Et là, ça fait trop des gros travaux, tout ça. Donc après, l'idéal, je sais que j'ai des collègues, des fois, ils ont eu de la chance, sans s'en rendre compte, ils avaient des évacuations de chaque côté de l'appartement. Et là, entre guillemets, tu peux faire un peu plus que tu veux. Après, il y a ça qui est important et les fenêtres aussi. Tu vois, la disposition des fenêtres. Moi, c'était bien, là, ma coloc, j'avais une fenêtre, 2 grandes fenêtres qui, en fait, c'était un ancien salon que j'ai transformé en chambre. Donc, les fenêtres allaient bien. Parce qu'après, faire des fenêtres où tu n'as pas une chambre où tu n'as pas beaucoup de luminosité, ouais, c'est moins bien. Donc, la lumière qui est importante, les fenêtres et les points d'eau. Après, l'électricité, tu peux quasiment faire tout ce que tu veux à chaque fois. Mais ouais, surtout, c'est surtout les évacuations des eaux usées. Ouais. Tu as les tuyaux de sang qui sont gros à faire passer, donc c'est compliqué ça. Et diviser carrément en 2 appartements, ce sera à peu près le même principe. Ça c'est jackpot ça quand tu arrives à faire ça. Ouais, c'est Moi j'ai fait des chantiers où pour des gens ou des fois dans les immeubles un peu style à Lyon centre, ils achetaient le palier complet, tu avais déjà des fois 3 portes palières ou 4 portes, mais 2 fois ils avaient l'étage complet, tu vois les gens. Et quand tu tombes là-dessus, tu fais des cloisons de séparation et là tu te fais un appart, tu peux en faire 2, c'est jackpot, ouais. Surtout à Lyon, tu sais, des petites surfaces, des studios, ça s'arrache comme des petits pains, donc ouais, ça c'est le jackpot, ça. Mais bon, vers chez moi, j'en trouve pas beaucoup des trucs comme ça. Ouais, et puis après, c'est ça, tu as la porte d'entrée, l'évacuation, du coup, il faut qu'elle soit au milieu de tes 2 futurs appartements. C'est sûr, tu as les réseaux, je pense les réseaux électriques, tu n'as pas le droit, enfin, il te faut vraiment un réseau par oui, tu peux pas. Donc... Et puis quand tu fais une cloison de séparation, nous on appelle ça des SAD, c'est un peu technique, c'est des cloisons de séparation. Tu n'as pas le droit de traverser électriquement avec de l'eau, tout ça. Donc, une cloison de séparation, il n'y a rien qui passe dedans. Entre 2 appartements? Ouais, entre 2 appartements. Quand tu crées une séparation d'appartements, il ne faut pas qu'il y ait de jonction entre les 2 appartements. Donc tu ne peux rien faire passer dans ce mur-là. Ok, c'est bon ça. Donc, après, il faut remonter encore un doublage devant pour pouvoir faire passer dans chaque appartement. Mais tu ne peux pas traverser dans le... Donc c'est un réseau d'eau par appartement, un réseau électrique. Et puis après, il faut faire les choses bien pour ne pas être emmerdé. Donc il faut faire les choses comme il faut. Mais la division, oui, c'est l'idéal. Dans le prix au mètre carré, plus tu fais des petites surfaces, c'est mieux que les grandes. Ouais, oui. Ok, super. Du coup, on va attaquer avec les questions de la fin. Donc, la première, c'est si tu as un livre à recommander à la communauté, quel livre ce serait et pourquoi? Déjà, moi, pour dire qu'à la base, je suis pas du tout un lecteur. J'étais dégoûté de la lecture à l'école parce qu'ils nous faisaient lire n'importe quoi. Et du coup, je me suis mis à lire, je sais pas, il y a, on va dire 3 ans, des livres d'immobilier, développement personnel, des trucs comme ça. Et puis, le livre qui m'a mis une frappe, la plus grosse frappe de ma vie, c'est Père riche, Père pauvre, un classique. Okay. Mais bon, comme j'avais jamais lu un livre, celui-là, il m'a mis... Ouais, c'est ça. C'est quand tu le lis au début de ta vie d'investisseur, c'est sûr que ça te change. Ah, mais il m'a retourné le cerveau. Et puis après, Miracle Morning aussi, que j'ai adoré. Ouais. Puis, moi, en tant que chef d'entreprise, où surtout je me battais contre le temps à l'époque, celui-là, il m'a appris à me lever différemment que ce que je me levais avant. Avant, je me levais par obligation, tu vois, montrer l'exemple à mes salariés et tout ça. Je me levais tôt, mais j'avais juste le temps de boire un café et je partais. Et j'étais déjà dégoûté d'aller voir mes gars et mes chantiers. Et là, je me lève 2 fois plus tôt, j'ai le temps de tout faire. Et puis, j'arrive avec la banane. Donc, le joint et la nuit. Miracle Morning, j'ai adoré aussi. Puis après, j'en ai plein d'autres. Hein, tu vois, je lis... j'essaie de lire un livre par mois. Donc, même moi, si j'arrive à lire, c'est que tout le monde peut lire. Hein, franchement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a on a un peu tous eu le même problème à lire Voltaire, Marivaux, tout ça, les livres où... Moi, je me souviens, je comprenais rien. Je comprenais rien quand... Les trucs qui servent à rien. Ouais. Et puis à l'époque, on n'avait pas les téléphones et tout. T'avais des mots, tu les comprenais pas. Et ça, l'ancien français et tout. Et en fait, je pense, après, c'est mon avis personnel, qu'on a un peu dégoûté des générations entières de la lecture
Alors, à force de faire lire des livres qui sont complètement... Mais malheureusement, je pense que c'est fait exprès qu'ils nous dégoûtent de la lecture. Pour pas qu'on ouvre les yeux. Eh oui. Ouais. Pour créer des En tout cas, boutons, ça a bien marché, hein, ça c'est clair. Hein, parce que... Ah bah c'est sûr, pendant des années, ça a marché. Hein. Tu demandes aux gens, alors les femmes un peu plus, mais les hommes, tu demandes à ton entourage, sans cliché, mais du foot ou quoi, mais t'as personne qui lit de livre, quoi. C'est un truc... Bah moi, à part mes entre guillemets, mes nouveaux collègues qui sont dans l'investissement, et même 2-3 anciens collègues qui investissent, tu vois, j'ai fait 2-3 séminaires, des trucs comme ça. À part ces gens-là qui sont câblés entre guillemets comme moi, même mes meilleurs potes et machin, quand je leur dis que je lis un livre, ils rigolent, tu vois. Ouais. Alors que c'est sûr, c'est ça qui change tout en fait. Ah, t'es un peu spécial quand t'es à ton compte, tu lis, t'investis, un peu d'immobilier, un peu de bourse, machin, mais t'es un extraterrestre. En France, t'es un extraterrestre. Donc, c'est pour ça que les réseaux, c'est bien aussi. Tu vois, ça m'a permis de vachement échanger avec plein de gens et de me dire, ouais, je suis pas tout seul en fait. Ouais, c'est ça. D'un côté, tu te dis, t'es pas tout seul. Et parfois, je me dis, mais en fait, tout le monde fait ce que je fais. Et après, tu te rends compte que. Non. C'est clair que c'est pas tout le monde qui fait ça. Même tes proches, hein, même. Ouais, c'est ça. La première fois, et ça m'a marqué, c'est j'étais en train de bouquiner dans ma chambre et il y a ma belle-sœur qui est arrivée. Elle m'a vu avec un livre. Ah, elle a explosé de rire. Ouais, carrément. Ouais, oui. Mais je me rappellerai toute ma vie. Et maintenant, tu vois, c'est là que c'est marrant parce qu'il y a des gens, quand j'ai fait ma transformation physique, je me suis mis à lire. Bah, après, bâtiment, ça, je faisais tout le temps, mais un peu plus investir. Et ben, en fait, il y a des gens, au début, ils rigolaient. Limite, ils se moquaient de moi. Et puis là, maintenant, je sais qu'il y a 2-3 personnes que je connais, qui me suivent et tout, machin. Et ben, ils font exactement la même chose que moi. Et puis maintenant, ils me demandent des conseils. Donc, tu vois, elle est comme quoi ça la tourne. Super, c'est ça. Retourne. Hein. T'es l'entourage, le bon entourage des gens qui n'ont même pas choisi. Là, j'ai pris exemple sur d'autres, mais ouais. Après, ça fait plaisir. Au début, on te prend pour un fou, puis après on essaie de copier un peu. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, tu as la théorie. Alors, c'est un peu dur à appliquer, là, mais des 3/3, genre, il faudrait que tu passes un tiers de ton temps avec des gens qui sont plus avancés que toi, un tiers avec des gens comme toi, c'est tes amis, ta famille, ton conjoint, et un tiers à apprendre aux gens qui en savent moins que toi. Donc, c'est pas facile d'équilibrer ces 3/3, mais c'est vrai que si tu arrives à faire ça dans la vie, t'es bien, quoi. C'est pour ça que les séminaires en présentiel, c'est une force. Franchement, ouais, tu côtoies des gens, en plus, c'est tous dans la bienveillance, donc personne n'est là pour étaler moi j'ai ça, moi j'ai ci, donc ça change de la vraie vie, quoi, donc c'est cool. Ah ben. Ok, deuxième question. Alors celle-là, je l'ai rajoutée, tu es le premier à l'inaugurer, c'est si je te donnais 100 000 euros maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Ça, c'est une question qui m'a bien fait réfléchir, je te dirais. Là, au jour d'aujourd'hui, si j'aurais 100 000 euros, je pense que je prendrais 60 000 euros pour essayer d'acheter soit un immeuble de rapport, ou soit, vu que moi, c'est dans Lyon, avec 60 000 euros, si j'arrive à lever et acheter ou 3-4 apparts, tu vois. Donc déjà, ça serait ça. Et je pense que là, au point où j'en suis, moi, limite, parce que j'ai deux biens plus ma RP, avec 60 000 euros investis dans l'immobilier, j'ai soit un petit immeuble de, à dire 4 logements, 6 logements ou 4-5 apparts, je pense que je serais pas loin d'atteindre la liberté financière. Donc, je pense que ça pourrait être un bon level pour faire ça, les 60 000 euros. Quel budget tu penserais pour cet immeuble, du coup? Faudra 60 000 euros vers chez moi. Je peux trouver des immeubles. Il y a des villes qui sont un peu plus loin, excentrées que chez moi. Là, j'ai une copine, elle en a acheté un il n'y a pas longtemps. Il y avait 4 apparts. Ouais, je pourrais. 200 000. Je peux avoir des immeubles quand même sympas, tu vois. Donc, tu vois, ça me permettrait de passer un gros palier. Donc, malgré que j'espère aussi le petit studio LCD, ça va me faire passer un palier. Puis après, les 40 000 euros, ça serait un peu en ETF. Parce que maintenant, j'essaye d'investir en ETF, mais je pars de très, très loin. La bourse, je suis vraiment très, très nul. Un peu de crypto et puis des placements un peu plus passifs, même si ça a des rendements un peu moins élevés, mais des trucs un peu plus sûrs, tu vois. Après, j'ai des bons exemples sur les réseaux, des gens que j'aime bien, que je suis. Donc, c'est des bons conseils. Donc, qui te donneront des conseils. Ah, bah cool. Voilà. Et finir ta RP, ça, t'as pas besoin d'argent, t'as juste besoin de temps.
Bah, l'RP, non, ouais, j'ai réussi à me faire financer par ma banque. Là, c'était un deal que j'avais avec eux. Je leur mettais ma boîte chez eux, donc ils me rachetaient mon crédit. Moi, il me restait plus que 10 ans à payer, donc j'ai rallongé de 10 ans. Mais ils m'ont prêté l'argent pour faire les travaux et en plus, ça me change pas mon crédit. Donc, ça me change pas la vie en fait. Et par contre, j'ai les sous pour y faire. Ok, cool. Et la dernière question, on finira là-dessus, c'est est-ce que tu as une devise, une citation ou un dicton que tu aimes bien et que tu voudrais partager? Alors, ouais, j'en ai deux. J'en ai deux. Bah, après, les deux, c'est des citations que j'ai trouvées dans des bouquins que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Donc, le premier, c'est « Personne n'est jamais battu jusqu'à ce qu'il abandonne ». Et je trouve d'où je viens et ce que j'ai vécu et tout ça. Donc, ça, c'est là, je trouve, elle est pas mal parce que moi, j'avais tendance à… Bah, après, j'ai été élevé comme ça, mais on n'allait pas… Dans ma famille, on n'allait pas souvent au bout des choses. Dès qu'il y avait une difficulté, tu vois, on craquait vite. Donc là, tu vois, le mindset, ça, j'aime bien le développement personnel. Donc, ça m'a fait beaucoup avancer, cet état d'esprit. Et après, l'autre que j'ai bien aimé, là, que j'ai vu dans un bouquin il n'y a pas longtemps, mais je la trouve pas mal. Le sage est le maître de son esprit, le fou en est l'esclave. Donc, moi, il faut que je travaille plus avec mon cerveau, donc je trouve qu'elle est pas mal. On dit aussi ça de l'argent. L'argent est un bon esclave et un mauvais maître. C'est un peu ça, je l'ai lu dans un bouquin. Mais tu vois, maintenant, l'argent, en fait, c'est pas Tu vois, quand j'étais plus jeune et que j'avais des salariés, c'était vraiment, entre guillemets, un but de gagner bien ma vie en tant que chef d'entreprise, tout ça. Et maintenant, avec ma petite expérience, non, c'est pas du tout ça, en fait, la vie. J'ai pas besoin… Parce que maintenant, je kiffe aussi le minimalisme. Et en fait, t'as pas besoin de grand-chose pour être heureux. Donc maintenant, je me dis, il faut juste que j'en ai assez pour être, entre guillemets, libre et prendre du bon temps, partir en vacances, passer du temps avec ma chérie. Des trucs que pendant 10 ans, je me suis sacrifié pour, au final, tu te rends compte, pas grand-chose, ouais. Donc, à ce niveau-là, j'ai bien évolué. Et voilà. Ton objectif t'as une pas une deadline, mais ton objectif, voilà, pour vivre de tes investissements, ce serait dans combien de temps? Moi, l'idéal, après, je viens d'avoir 42 ans il n'y a pas longtemps. Après, dans ma tête, je crois que j'ai bloqué à 40. Et du coup, ouais, moi, j'aimerais bien le plus rapidement possible, mais je me suis laissé jusqu'à 50 ans. Et à 50 ans, voilà, je voudrais tout, entre guillemets, tout arrêter, malgré que tu n'arrêtes jamais. Au contraire, une fois que tu as atteint la liberté, bah, tu en fais encore plus, mais un peu moins sur les chantiers, peut-être un peu plus d'investissement, mais moins y aller moi, plus déléguer, puis faire des choses que je kiffe aussi à côté. Tu vois, j'aime bien le sport, la nutrition. J'aimerais bien un jour créer un podcast, écrire un livre. Ouais, j'ai plein de trucs qui me passent par la tête, mais après, il faut du temps pour tout ça. Mais ouais, après 50 ans, voilà. La retraite à 50 ans, ça serait déjà pas mal pour… Comme j'ai commencé tard à investir, entre guillemets, donc… ouais, il n'est jamais trop tard, mais… Non, il n'est jamais trop tard, mais le conseil que je donnerais aux gens, voilà, surtout aux jeunes, ouais, investissez le plus tôt possible, formez-vous, regardez pas la télé, lisez des bouquins, et voilà, foncez, parce que la vie, elle passe vite, et des fois, tu t'en rends pas compte quand tu es jeune, mais tu te lèves un jour, tu as 40 ans, et tu te dis, putain, je passe à cette vitesse, et j'ai pas fait grand-chose. Donc, après, ça. Tu vois, j'avais jamais voyagé, j'ai commencé à voyager, bon, avec le Covid, ça s'est calmé un peu. Mais ouais, voyager, aller voir d'autres pays, d'autres cultures, parce qu'en fait, il y a plein de choses à voir, quoi. Il n'y a pas que le boulot et la rat race dans ce monde. C'est ça. Ok, bah écoute David, merci beaucoup pour ton temps, et puis je pense que ça sera très utile aux auditeurs. Et, merci à toi. Hein. Allez, cool. Bonne soirée. Ciao. Merci, ciao. Voilà, j'espère que l'épisode avec David vous a plu. Merci encore à David pour son temps. Avant de conclure, je vous rappelle que mon livre « Négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat » est disponible sur Amazon. Vous tapez « Bye Bye Patron » ou alors en lien dans la description du podcast. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.